parfois, la vie vous dépouille de tout ce qui comptait à vos yeux. Votre mariage, votre foyer, votre espoir d'avenir. Cal Morris connaissait trop bien ce sentiment lorsque sa femme est partie, le laissant seul face aux difficultés d'élever leur fils de 12 ans. Puis son grand-oncle est décédé et lui a légué un lac. Non pas un beau lac, mais un désordre marécageux que les habitants appelaient Litchwater, l'eau au sangsues. Cal y voyait un fardeau supplémentaire, mais son fils Evan y voyait une aventure. Pendant que Cal tentait de nettoyer le désordre, Evan explorait l'eau trouble. Et un jour, le garçon trouva quelque chose d'enfoui dans la boue qui allait tout changer. Ce qu'Evan découvrit n'était pas seulement un trésor. C'était la preuve que parfois, nos plus grandes catastrophes recèlent nos plus grandes bénédictions. Mais que feriez-vous si votre héritage sans valeur se retrouvait soudainement à valoir 4 millions de dollars? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Cal Morris n'avait jamais été le genre d'homme à croire à la chance, bonne ou mauvaise. À 42 ans, il avait appris que la vie se déroulait simplement, une décision et une conséquence à la fois. Mais alors qu'il était assis dans sa Honda Civic rouillée devant le cabinet d'avocat Brennan & Associates, serrant une enveloppe cartonnée contenant ce que l'avocat avait appelé « votre héritage », il se demanda si l'univers avait finalement décidé de lui faire un cadeau. L'enveloppe contenait un seul document, le testament de l'oncle Harland, et un trousseau de clés attachées à un flotteur en forme de barre. Cal se souvenait à peine de Harlon, le frère aîné de son père, qui avait disparu des réunions de famille alors que Cal était encore adolescent. Le vieil homme était une sorte d'ermite, vivant seul quelque part dans le Nord, envoyant des cartes de Noël sans adresse de retour et des chèques d'anniversaire qui arrivaient toujours 2 semaines en retard. « Papa, on va rester assis ici toute la journée ?» La voix d'Evan portait ce mélange particulier d'impatience et d'excitation de ces 12 ans que Cal en était venu à aimer et à redouter. Le garçon était pressé contre la vitre passager, son souffle embuant le verre alors qu'il regardait la petite rue principale de Millbrook, Wisconsin. Cal regarda son fils, le regarda vraiment, et ressentit la lancinante culpabilité familière qui était devenue sa constante compagne depuis le départ de Sarah. Evan avait les cheveux noirs et les yeux curieux de sa mère, mais le menton têtu de son père et le genre d'optimisme que Cal craignait de voir écrasé par la réalité. À 12 ans, le garçon croyait encore que des aventures attendaient à chaque coin de rue, que des mystères ne demandaient qu'à être résolus, et que son père pouvait tout arranger. Non, nous y allons. Cal replia l'acte de propriété dans l'enveloppe. Selon l'avocat, l'oncle Harland lui avait légué 43 acres de propriété riveraine dans le nord du Wisconsin, à environ 2 heures de leur petit appartement à Milwaukee. La description le faisait paraître presque précieux. Mais Cal avait appris à se méfier de tout ce qui semblait trop beau pour être vrai. Le trajet vers le nord les mena à travers un paysage de plus en plus rural, devant des fermes laitières et des forêts qui commençaient tout juste à montrer les premiers signes des couleurs d'automne. Evan maintint un flux constant de bavardage sur ce qu'il pourrait trouver. Peut-être une cabane au bord d'un lac immaculé, peut-être un bateau de pêche, peut-être même un quai où il pourrait s'asseoir et regarder le coucher du soleil. Cal laissa le garçon rêver. Il y aurait du temps pour la déception. Plus tard, ils s'arrêtèrent pour de l'essence et des directions dans une ville appelée Cedar Falls, population 847, selon le panneau fané. Le pompiste, un homme buriné d'une 60aine d'années portant une casquette des Green Bay Packers, plissa les yeux sur l'adresse de l'acte de propriété et secoua la tête. Litchwater Lake. Vous êtes sûr que c'est là que vous voulez aller? C'est ce que nous avons hérité, dit Cal, n'aimant pas le ton de l'homme. Hérité de qui? Harlon Morris. C'était mon oncle. L'expression du pompiste passa du scepticisme à quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Le vieil Harlon. Oui, je me souviens de lui. Il restait surtout à l'écart. Je ne l'ai pas vu en ville depuis peut-être 2 ans maintenant. Il rendit l'acte. Vous prenez la route 47 nord sur environ 15 miles, puis tournez à gauche sur Timberlake Road. Mais je ferai demi-tour et rentrerai chez moi si j'étais vous. Pourquoi ça? Cette propriété n'a été que des ennuis pendant 30 ans. Le comté a essayé de la condamner 2 fois, mais Harlon les a toujours combattus. Un vieil excentrique têtu. L'homme jeta un coup d'œil à Evan, qui examinait une exposition de leurre de pêche avec une intense concentration. Ce n'est pas un endroit pour un enfant. Cal sentit son estomac se nouer, mais il réussit à garder sa voix stable. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Allez voir par vous-même, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. De retour dans la voiture,
Evan débordait d'excitation à propos des leurres de pêche qu'il avait vues. Tu as vu celui qui ressemblait à une vraie grenouille, papa? Je parie que les poissons ici sont énormes. Je parie que l'oncle Harland a attrapé de vrais monstres. Cal hocha la tête et essaya de sourire, mais les mots du pompiste résonnaient dans son esprit. Rien que des ennuis pendant 30 ans. Alors qu'il s'enfonçait dans les bois, suivant des routes de plus en plus étroites et mal entretenues, il commença à comprendre ce que l'homme avait voulu dire. Timberlake Road était à peine plus qu'un chemin de terre, plein de nids de poules qui faisaient gémir la suspension de la Honda en signe de protestation. Des pins anciens se pressaient des deux côtés, leurs branches raclant les vitres de la voiture. Ils passèrent quelques boîtes aux lettres éparses, mais aucune maison n'était visible depuis la route. Après 20 minutes à cahoter à travers la forêt, ils atteignirent un portail métallique rouillé, ouvert sur des gonds cassés. Un panneau peint à la main, si fané que Cal pouvait à peine en distinguer les lettres, indiquait « Propriété Maurice ». Accès interdit. C'est ici, dit-il, plus à lui-même qu'à Evan. Ils franchirent le portail et suivirent une allée sinueuse qui n'avait pas été entretenue depuis des années. Des herbes poussaient à travers les fissures de l'asphalte, et des branches tombées jonchaient le chemin. Après un autre quart de mille, les arbres s'ouvrirent et Cal eut son premier aperçu de son héritage. Le lac s'étendait devant eux, peut-être un demi-mille de large et en forme de rein, entouré d'une forêt dense. Au premier coup d'œil, il aurait pu être magnifique, le genre de lac sauvage et immaculé que l'on voit sur les cartes postales et les brochures touristiques. Mais alors que Cal gara la voiture et en sortit, la réalité devint claire. L'eau avait la couleur d'un café léger, étouffée par des algues qui formaient des pétapis verts le long du rivage. L'air sentait la décomposition et autre chose, quelque chose de chimique et de désagréable. Ce qui avait été un quai s'avançait d'environ 20 pieds dans l'eau avant de s'effondrer en un enchevêtrement de planches cassées et de métal rouillé. Éparpillés le long du rivage se trouvaient des dizaines de barils, certains rouillés et fuyants, d'autres partiellement submergés. Waouh, souffla Evan, mais même son optimisme de 12 ans ne put dissimuler la déception dans sa voix. Une petite cabane était assise sur une élévation à environ 50 mètres du bord de l'eau. Elle avait probablement été charmante autrefois avec sa construction en rondin et sa cheminée en pierre, mais des années de négligence avaient fait des ravages. Le toit s'affaissait au milieu. Plusieurs fenêtres étaient cassées ou barricadées, et les marches du porche s'étaient partiellement effondrées. Cal se dirigea vers le bord de l'eau et s'agenouilla, essayant de mieux voir ce qui se trouvait sous les algues. L'odeur était plus forte ici, lui faisant pleurer les yeux. Quelque chose de métallique brillait dans les eaux peu profondes, d'autres barils ainsi que ceux qui ressemblaient à des machines ou des équipements d'un certain type. Papa. Evan s'était avancé pour examiner l'un des barils sur le rivage. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mon vieux. Mais ne les touche pas. L'esprit de Cal s'emballait. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était de la contamination. Quelqu'un avait déversé des déchets industriels dans ce lac, probablement pendant des années. La propriété n'était pas seulement sans valeur, elle était probablement une charge. Les seuls coups de nettoyage le ruineraient 2 fois. Ils passèrent l'heure suivante à explorer la propriété, et chaque découverte aggravait la situation. L'intérieur de la cabane était un labyrinthe de dégâts des eaux, de moisissures et de nids d'animaux. La pompe du puits était cassée. Le système septique avait échoué, et le boîtier électrique semblait n'avoir pas été mis à jour depuis les années 1950. Derrière la cabane, ils trouvèrent d'autres barils, certains marqués de symboles que Cal ne reconnaissait pas, mais qui le rendaient nerveux. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le lac contaminé de nuances d'orange et d'or trompeusement magnifiques, Cal s'assit sur les marches brisées du porche de la cabane et essaya de trouver quoi faire ensuite. Son compte d'épargne contenait exactement $247. Ses cartes de crédit étaient au maximum. L'avocat de Sarah attendait un paiement de pension alimentaire la semaine prochaine qu'il ne pouvait pas effectuer, et maintenant il possédait 43 acres de terrain vagues toxiques. Evan s'assit à côté de lui, serrant toujours son carnet de croquis. Le garçon avait dessiné tout au long de leur exploration, documentant leur découverte avec la même attention méticuleuse aux détails qui rappelait tant à Cal Sarah lorsqu'elle travaillait sur ses projets artistiques. « Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions, dit Evan doucement. « Non, ce n'est pas ça. Mais l'oncle Harland vivait ici. Ça ne pouvait pas être si mal, n'est-ce pas ?» Cal regarda son fils, ce garçon qui croyait encore que chaque problème avait une solution, que chaque mystère pouvait être résolu avec suffisamment de curiosité et de détermination. Une partie de lui voulait protéger cette innocence, charger la voiture tout de suite et retourner à Milwaukee. Mais une autre partie de lui,
celle qui était devenue plus forte depuis le départ de Sarah, savait qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Leur bail d'appartement se terminait à la fin du mois. Le travail de Cal à l'entrepôt couvrait à peine les dépenses. Et son patron avait fait des bruits de licenciement. Au moins ici, ils avaient un toit au-dessus de leur tête, même s'ils fuyaient. Au moins ici, ils possédaient quelque chose, même si c'était endommagé. Je suppose que nous allons le découvrir, dit-il finalement. Le visage d'Evan s'éclaira du premier sourire sincère que Cal avait vu de toute la journée. Vraiment? Nous allons rester pour l'instant, jusqu'à ce que nous trouvions quoi faire de cet endroit. Cal se leva et épousseta la terre de son jean. Mais nous allons avoir besoin de fournitures, et nous allons devoir être très prudents avec cette eau. Alors qu'ils retournaient à la voiture pour récupérer leur sac de nuit, Cal fit une liste mentale de tout ce dont ils auraient besoin, des produits de nettoyage, des outils de base, un système de filtration d'eau, peut-être un générateur. La liste s'allongeait à chaque pas, et son compte bancaire restait le même. Mais alors qu'il s'installait dans la cabane cette nuit-là, Evan dans la seule chambre qui semblait structurellement saine, Cal sur le canapé au ressort qui perçait les coussins usés, quelque chose d'inattendu se produisit. Pour la première fois depuis des mois, Cal dormit profondément et sans rêve. Et quand il se réveilla le lendemain matin au son de son fils se déplaçant dehors, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis le départ de Sarah, un sentiment de possibilité. Peut-être que le pompiste avait raison. Peut-être que cet endroit n'était que des ennuis. Mais les ennuis étaient quelque chose que Cal Morris avait appris à gérer. Et s'il y avait une chose qu'il avait apprise en perdant toute une fois, c'était que parfois il fallait repartir de zéro pour découvrir de quoi on était vraiment fait. Dehors, Evan était déjà au bord de l'eau, jetant des pierres et les regardant ricocher sur la surface couverte d'algues. Le soleil du matin rendait même le lac contaminé presque magique. Et pendant un instant, Cal se permit de croire que peut-être, juste peut-être, l'oncle Harland leur avait laissé plus qu'un simple problème à résoudre. La première semaine au Litchwater Lake passa dans un tourbillon de nettoyage, de réparation et de listes de réparations qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Cal avait réussi à refaire fonctionner l'électricité de la cabane, en grande partie, et ils avaient mis au point une solution temporaire pour l'eau courante à l'aide d'une série de filtres et d'une petite pompe qui toussait et sifflait, mais faisait le travail. L'endroit sentait toujours le moisi et des décennies de négligence, mais il devenait habitable. Evan s'était adapté à leurs nouvelles circonstances avec la résilience que possèdent les enfants, mais que les adultes perdent en chemin. Il avait trouvé un coin sec de ce qui avait été autrefois l'atelier de l'oncle Harland et l'avait revendiqué comme le sien, installant ses fournitures d'art et commençant ce qu'il appelait son « projet Litchwater », une documentation détaillée de tout ce qu'il trouvait sur la propriété. Son carnet de croquis était devenu un catalogue de mystères. Il y avait des dessins détaillés des barils rouillés, des reproductions soignées des symboles et des numéros fanés estampillés sur leurs côtés, et des diagrammes montrant où chaque débris avait été trouvé. Cal était impressionné par l'approche méthodique de son fils, même s'il s'inquiétait que le garçon passe autant de temps près du rivage contaminé. « Papa, regarde celui-ci » dit Evan un jeudi matin, brandissant son dernier croquis. Il montrait l'un des barils partiellement submergés, mais il l'avait dessiné sous l'eau, imaginant ce à quoi il ressemblait sous les algues. Je pense qu'il y a des écritures sur la partie inférieure, mais je ne peux pas les voir d'ici. Cal examina le dessin, notant l'attention méticuleuse aux détails. C'est du bon travail, mon vieux. Mais souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Tu ne vas pas dans cette eau sans moi. D'accord, je sais. Mais tu ne veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans? Je veux dire, l'oncle Harland a vécu ici pendant 30 ans. Il devait être au courant de toutes ces choses. Peut-être qu'il a laissé des notes ou quelque chose comme ça. Cet après-midi-là, pendant qu'Evan était absorbé par ses croquis, Cal décida d'explorer la cabane plus en profondeur. Il s'était concentré à rendre l'endroit habitable, mais il n'avait pas vraiment cherché d'indices sur l'oncle Harland ou l'histoire du lac. Les affaires du vieil homme étaient rares, quelques vêtements, des meubles de base, des étagères garnies de magazines désuets sur la pêche et la chasse. Mais dans le placard de la chambre, derrière une boîte de couverture mitée, Cal trouva quelque chose d'intéressant. C'était un classeur métallique, fermé à clé, mais assez léger pour qu'il puisse dire qu'il n'était pas vide. La serrure était vieille et corrodée, et après 10 minutes avec un tournevis, Cal réussit à la forcer. À l'intérieur se trouvaient 3 dossiers cartonnés et une petite boîte en bois. Le premier dossier contenait des documents de propriété datant des années 1940, lorsqu'Harland avait acheté le terrain pour la première fois. Le lac avait été immaculé à l'époque, selon le relevé original.
Le deuxième dossier contenait de la correspondance avec diverses agences gouvernementales, l'EPA, le département des ressources naturelles du Wisconsin, et ce qui semblait être un département de recherche universitaire. Les lettres étaient principalement des plaintes, des rapports de déversements illégaux et des demandes d'enquête qui semblaient n'avoir abouti à rien. Mais c'est le troisième dossier qui fit trembler les mains de Cal alors qu'il lisait. Il contenait des photocopies de permis de recherche, d'études scientifiques et ce qui ressemblait à des feuilles de collecte de données. L'entête de l'université indiquait « Université du Wisconsin-Madison, département des sciences de l'environnement, division de recherche expérimentale ». Les dates allaient de 1981 à 1987. Selon les documents, l'université avait mené une étude environnementale à long terme au Leechwater Lake, l'utilisant comme site d'essai pour quelque chose appelé protocole de biorémédiation. Cal ne comprenait pas toute la terminologie scientifique, mais l'idée de base semblait être qu'il testait des moyens de nettoyer l'eau contaminée à l'aide de cultures bactériennes et d'additifs minéraux spécialement conçus. La boîte en bois contenait quelque chose d'encore plus intrigant, une collection de petits objets métalliques, chacun de la taille d'$1 en argent, avec des marques complexes gravées sur leur surface. Ils ressemblaient presque à des pièces de monnaie, mais les symboles n'étaient rien de ce que Cal reconnaissait. Certains semblaient être des chiffres, d'autres ressemblaient à des notations scientifiques, et quelques-uns ressemblaient aux marques qu'il avait vues sur les barils au bord du lac. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche, mangeant de la soupe en conserve chauffée sur leur réchaud de camping, Cal montra à Evan ce qu'il avait trouvé. Les yeux du garçon s'illuminèrent d'excitation alors qu'il examinait les documents et les objets métalliques. « C'est ça, papa. C'est ce que l'oncle Arlon essayait de comprendre. Regarde. » Evan désigna l'une des feuilles de données. Ces chiffres correspondent à certaines des marques que j'ai dessinées. Et tu vois ça. Il tourna une page de son carnet de croquis montrant l'un des barils submergés. Ce symbole est le même que celui sur cette chose métallique. Cal dut admettre que les similitudes étaient frappantes. Alors, tu penses que l'université faisait des expériences ici? Pas seulement des expériences. Regarde cette date, 1987. C'est à ce moment-là que les lettres aux agences gouvernementales s'arrêtent. Peut-être que quelque chose s'est passé cette année-là. Peut-être que les expériences ont mal tourné. Ou peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne voulaient pas que quiconque sache. Au cours des jours suivants, l'obsession d'Evan pour la résolution du mystère du lac grandit. Il passait des heures au bord de l'eau, esquissant et prenant des notes, créant des cartes détaillées de l'emplacement des différents objets. Il développa une théorie selon laquelle les diverses pièces d'équipement et les barils n'avaient pas été déversés au hasard, ils faisaient partie d'un quadrillage de recherche organisé qui avait été abandonné et laissé à l'abandon. Cal se retrouva pris par l'enthousiasme de son fils malgré ses réserves. Il y avait quelque chose de contagieux dans la curiosité d'Evan, quelque chose qui lui rappelait ses propres rêves d'aventure et de découverte de son enfance. Mais plus que cela, travailler ensemble sur ce puzzle les rapprochait d'une manière qu'ils n'avaient pas connue depuis le départ de Sarah. Un samedi matin clair, Evan fit la découverte qui allait tout changer. Il travaillait sur ce qu'il appelait sa carte sous-marine, essayant de cartographier l'emplacement des objets submergés en jetant des pierres et en observant les schémas d'éclaboussure. C'était ingénieux, vraiment. Le garçon avait compris que les objets sous l'eau créeraient des motifs d'ondulation différents lorsque les pierres atterriraient près d'eux. « Papa, il faut que tu vois ça », cria-t-il du bord de l'eau. « Je pense que j'ai trouvé quelque chose de grand. » Cal s'approcha de l'endroit où son fils se tenait, les genoux dans l'eau trouble. Malgré des avertissements répétés concernant la contamination, le garçon tenait quelque chose dans ses mains, quelque chose qui n'était certainement pas un baril rouillé ou une vieille machine. « Evan, sors de là tout de suite. » Mais regarde, le garçon brandit sa trouvaille. Elle était de forme cylindrique, à peu près de la taille d'une boîte de café, faite de ce qui semblait être de l'acier inoxydable ou un autre métal résistant à la corrosion. Contrairement à tout ce qu'ils avaient trouvé, cet objet ne montrait aucun signe de rouille ou de détérioration. À côté se trouvait une série de symboles et de numéros, clairement gravés plutôt qu'estampillés. Et le plus intrigant, il y avait ce qui ressemblait à un panneau d'accès scellé à une extrémité. Cal aida son fils à sortir de l'eau et examina l'objet de plus près. Il était étonnamment lourd pour sa taille, et quand il le secoua doucement, quelque chose bougea à l'intérieur, pas du liquide, mais quelque chose de solide qui se déplaçait avec une précision mécanique. « Qu'est-ce que tu penses que c'est » demanda Evan, sa voix contenant à peine son excitation. Cal tourna le cylindre dans ses mains, notant la qualité de la fabrication et le soin qui avait été apporté à sa construction. Ce n'était pas un déchet industriel ou un équipement abandonné.
C'était quelque chose qui avait été conçu pour survivre sous l'eau pendant longtemps, quelque chose qui avait été construit pour préserver ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pense, dit Cal lentement, que c'est peut-être exactement ce que l'oncle Harland cherchait. Alors qu'il retournait à la cabane, le cylindre métallique bien calé sous le bras de Cal, aucun d'eux ne remarqua la berline sombre qui était garée sur la route, au-delà de la lisière des arbres, depuis 3 jours, ni l'objectif de téléobjectif qui avait documenté chacun de leurs mouvements autour du lac. Mais quelqu'un les avait observés. Quelqu'un avait attendu précisément ce moment. Et maintenant que le cylindre avait été trouvé, tout allait changer. Le cylindre reposait sur leur table de cuisine comme une énigme métallique, reflétant la lumière du soleil matinal qui traversait la seule fenêtre intacte de la cabane. Cal avait passé la majeure partie de la nuit à le tourner dans ses mains, examinant chaque marque, chaque seau, chaque détail de sa construction. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, cela avait été conçu pour survivre des décennies sous l'eau, et d'après les apparences, la préservation avait parfaitement fonctionné. Evan était déjà réveillé lorsque Cal sortit de la chambre, penché sur son carnet de croquis avec l'intensité concentrée qui était devenue sa marque de fabrique. Il avait dessiné le cylindre sous 6 angles différents, notant les mesures et copiant chaque symbole avec une précision méticuleuse. « Bonjour, mon vieux. Depuis combien de temps es-tu debout ? » Depuis 5h30. Je n'arrivais pas à dormir. Evan leva les yeux de son travail, des cernes sous les yeux trahissant son épuisement. Papa, je crois que j'ai trouvé comment l'ouvrir. Cal se servit du café du réchaud de camping et s'assit en face de son fils. Montre-moi. Evan désigna une séquence de symboles près de ce qu'ils avaient identifié comme le panneau d'accès. Tu vois ces marques? Elles ne sont pas aléatoires. Regarde, celle-ci apparaît sur ce disque métallique que nous avons trouvé dans la boîte de l'oncle Harland. Et celle-ci correspond à un symbole que j'ai esquissé sur l'un des barils. Mais celle du milieu, je l'ai vue ailleurs. Le garçon feuilleta les pages de son carnet de croquis, bruissant en cherchant quelque chose. Tiens, tu te souviens de ce morceau d'équipement rouillé que nous avons trouvé derrière la cabane? Ce même symbole était gravé sur le côté, mais plus propre, comme s'il était important. Cal étudia la comparaison, impressionné une fois de plus par l'approche méthodique de son fils. Alors, tu penses que ces symboles sont une sorte de code ou de séquence? Peut-être. Ou peut-être qu'ils sont comme des coordonnées, montrant où les différentes pièces de l'équipement de recherche étaient censées aller. Les yeux d'Evan brillaient d'excitation. Et si l'oncle Harland avait trouvé une partie de la solution? Et si c'est pour ça qu'il a gardé tous ses documents et ses pièces métalliques? Ils passèrent la matinée à examiner de plus près l'équipement de recherche rouillé. Derrière la cabane, partiellement cachée par 30 ans de broussailles, ils trouvèrent ce qui avait été autrefois une petite station de recherche. L'armature métallique était corrodée au-delà de toute reconnaissance, mais la fondation en béton était toujours solide, et boulonnée à un coin se trouvait une plaque métallique portant le sceau de l'université du Wisconsin et une date, juin 1985. C'est là qu'il travaillait, dit Cal, plus à lui-même qu'à Evan. Les chercheurs de l'université, ils ont installé une sorte de station de terrain ici. Parmi le métal tordu et le verre brisé, Evan trouva quelque chose qui le fit halter d'excitation. C'était un autre disque métallique, similaire à ceux de la collection de l'oncle Harland, mais celui-ci était en meilleur état. Les symboles étaient clairement visibles, et lorsqu'ils le comparèrent au cylindre, la correspondance était indubitable. Papa, celui-ci a aussi des chiffres. Regarde, des coordonnées, je pense. Et ce symbole ici correspond à celui du milieu sur le cylindre. Cal commençait à comprendre l'excitation de son fils, mais il devenait aussi plus prudent. Le cylindre était clairement précieux, peut-être inestimable, s'il contenait des données scientifiques du projet de recherche des années 1980. Mais les choses précieuses attiraient l'attention. Et l'attention était la dernière chose dont ils avaient besoin en ce moment. Evan, je veux que tu me promettes quelque chose. N'en parle à personne d'autre. D'accord? Pas avant que nous ayons compris à quoi nous avons affaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Cal regarda le lac, sa surface recouverte d'algues reflétant le ciel de l'après-midi comme un miroir sale. Je ne sais pas encore, mais quelque chose dans toute cette situation ne colle pas. L'oncle Harland a vécu ici pendant 30 ans, gardant ses documents et ses pièces métalliques. Le pompiste a dit que cet endroit n'était que des ennuis. Et maintenant nous trouvons ça. Il désigna le cylindre. Des choses aussi sophistiquées ne sont pas juste laissées par accident. Cet après-midi-là,
Ils se rendirent à Cedar Falls pour utiliser la connexion Internet de la bibliothèque. Cal avait décidé qu'ils devaient approfondir leurs recherches sur le projet universitaire avant de tenter d'ouvrir le cylindre. La bibliothécaire, une femme sympathique d'une cinquantaine d'années nommée Madame Henderson, se souvenait de l'oncle Arlon. Arlon Morris. Oh, oui. Il venait ici régulièrement, toujours à la recherche d'informations sur la science de l'environnement ou le traitement de l'eau. Un homme tranquille, mais très déterminé. Elle les conduisit aux terminaux informatiques. Il a passé beaucoup de temps à chercher des informations sur cet ancien projet de recherche à son lac. Cal ressentit un frisson. Vous étiez au courant du projet de recherche. Oh, tout le monde en ville le savait dans les années 80. Les gens de l'université étaient là-bas pendant des années à faire une sorte d'expérience de nettoyage environnemental. Ça a fait pas mal de bruit quand ils sont partis si soudainement. Que voulez-vous dire par soudainement? Madame Henderson baissa la voix, jetant un coup d'œil autour de la bibliothèque vide. Eh bien, l'histoire officielle était que leur financement avait été coupé, mais mon mari travaillait pour le comté à l'époque, et il a dit qu'il y avait des rumeurs sur une sorte d'accident. Rien de dangereux, vous comprenez, mais quelque chose qui a poussé l'université à fermer le projet rapidement et discrètement. Evan était déjà devant un ordinateur, tapant « Université du Wisconsin Recherche environnementale Leachwater Lake » dans le moteur de recherche. Les résultats étaient rares, quelques articles académiques du milieu des années 1980 sur les techniques de biorémédiation, quelques articles de journaux sur le financement de la recherche universitaire, et une brève mention dans un bulletin d'une société historique locale. Mais enfoui dans les articles académiques, Cal trouva quelque chose qui fit accélérer son pouls. Une étude publiée en 1987 et rédigée par le docteur Elena Vasquez du département des sciences environnementales de l'UW était intitulée « Conservation à long terme des données environnementales à l'aide de systèmes de stockage submersibles ». L'abstract mentionnait des capsules de données expérimentales conçues pour préserver les résultats de recherche dans des environnements sous-marins pendant des périodes prolongées. « Papa, regarde ça », murmura Evan, sortant un article de journal de septembre 1987. Le titre disait « Les chercheurs de l'université quittent le projet Leachwater Lake inachevé ». L'article était bref, notant qu'un projet de recherche environnementale pluriannuel dans un lac privé du nord du Wisconsin avait été abandonné en raison de contraintes budgétaires et d'une restructuration administrative. Mais le dernier paragraphe mentionnait quelque chose d'intéressant. Le docteur Vasquez y déclarait que si la phase de recherche active était terminée, les systèmes de collecte de données à long terme restaient en place et continueraient à recueillir des informations environnementales indéfiniment. Cal et Evan se regardèrent de l'autre côté de la table de la bibliothèque, les implications se faisant sentir. Le cylindre, souffla Evan. Il ne vient pas seulement du projet de recherche. Il en fait toujours partie. Il collecte des données depuis 30 ans. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers la forêt qui s'assombrissait, l'esprit de Cal s'emballait de possibilités. Si le cylindre contenait 30 ans de données environnementales du lac Leachwater, il pourrait être incroyablement précieux pour les scientifiques étudiant les changements écologiques à long terme. Mais plus que cela, il pourrait contenir des informations sur ce qui s'était réellement passé pendant le projet de recherche des années 1980 et pourquoi il avait été fermé si brusquement. De retour à la cabane, alors qu'ils préparaient le dîner sur leur réchaud de camping, Evan fit une observation qui allait s'avérer cruciale pour tout ce qui allait suivre. « Papa, tu sais ce qui est bizarre? Si ce cylindre collecte des données depuis 30 ans, pourquoi le lac est-il toujours aussi pollué? Je veux dire, s'il faisait des expériences de biorémédiation, l'eau ne devrait-elle pas être plus propre maintenant? » Cal marqua une pause, une cuillerée de soupe à mi-chemin de sa bouche. C'était une bonne question. Une très bonne question. Et plus il y pensait, plus il réalisait que rien concernant le lac Leachwater n'avait de sens d'un point de vue scientifique. Soit les expériences avaient échoué catastrophiquement, soit il se passait quelque chose d'entièrement différent. Le permis de recherche universitaire des années 1980 était jauni par le temps et partiellement endommagé par l'eau, mais Cal pouvait distinguer suffisamment les timbres et les signatures officielles pour comprendre sa signification. Il l'avait trouvé caché dans l'un des dossiers de l'oncle Arland, avec ce qui semblait être une correspondance entre le vieil homme et diverses agences gouvernementales s'étalant sur près de 3 décennies. Le docteur Elena Vasquez avait été facile à retrouver en ligne. Aujourd'hui septuagénaire, elle était professeure émérite à l'UW Madison, publiant toujours des articles sur la remédiation environnementale. Sa réponse par email à la demande soigneusement formulée de Cal avait été rapide et intrigante. « Je serais très intéressé à discuter du projet Leachwater Lake avec vous.
Êtes-vous disponible pour une rencontre cette semaine? Ils organisèrent un rendez-vous dans un café de Madison, à 2 heures au sud du lac. Cal avait été nerveux à l'idée de laisser la propriété et le cylindre sans surveillance, mais Evan l'avait convaincu qu'ils avaient besoin de réponses avant de poursuivre. Le docteur Vasquez était une petite femme aux cheveux gris acier et aux yeux vifs et intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Elle les reconnut immédiatement lorsqu'ils entrèrent dans le café, peut-être parce qu'Evan serrait son carnet de croquis comme une bouée de sauvetage. « Vous devez être Cal Morris, dit-elle, se levant pour lui serrer la main. Et voici le jeune chercheur dont j'ai entendu parler. Evan rayonna d'être appelé chercheur. Ils s'installèrent dans un coin et Cal expliqua comment ils avaient hérité de la propriété et ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Le docteur Vasquez écouta attentivement, posant parfois des questions de clarification, son expression devenant plus sérieuse à mesure que l'histoire progressait. « Puis-je voir vos croquis » demanda-t-elle à Evan. Le garçon ouvrit son carnet de croquis avec enthousiasme, lui présentant sa documentation systématique du contenu du lac. Le docteur Vasquez étudia chaque dessin attentivement, lui demandant parfois d'expliquer des détails ou des mesures spécifiques. « Un travail remarquable, dit-elle finalement. Vous avez un talent naturel pour l'observation scientifique. » Elle se tourna vers Cal. « Votre fils a essentiellement recréé notre quadrillage de recherche original de 1985. Ses emplacements de barils, les emplacements des équipements. C'est exactement comme nous l'avons laissé. » « Mais pourquoi l'avez-vous laissé » demanda Cal. Selon les articles de journaux, le projet a été arrêté en raison de réductions budgétaires. L'expression du docteur Vasquez s'assombrit. C'était l'explication officielle. La vérité était plus compliquée. Elle jeta un coup d'œil autour du café, puis se pencha en avant. Nous n'étudions pas seulement la biorémédiation au Leachwater Lake. Nous testions quelque chose de révolutionnaire, un nouveau type de processus d'extraction minérale qui pouvait simultanément nettoyer l'eau polluée et récolter des matériaux précieux. Quel genre de matériaux ? Demanda Evan. Principalement du lithium, ainsi que plusieurs éléments de terre rares. Le lac de votre oncle Harland se trouve au-dessus de l'un des plus importants gisements de lithium du Midwest. La contamination que nous avons introduite, une contamination contrôlée, je dois le souligner, a été conçue pour concentrer et purifier les dépôts d'argile riches en lithium sous le lit du lac. Cal sentit son monde basculer légèrement. Du lithium, comme dans les batteries, l'électronique, les véhicules électriques. Oui, même en 1985, nous savions que le lithium deviendrait incroyablement précieux. Notre processus était conçu pour l'extraire à l'aide de cultures bactériennes respectueuses de l'environnement, mangeant essentiellement la contamination tout en concentrant les minéraux précieux. Mais quelque chose a mal tourné, devina Cal. Quelque chose a bien tourné. Trop bien. Le docteur Vasquez sortit son propre dossier contenant des copies de documents que Cal reconnaissait dans la collection de l'oncle Harland. Nos capsules de données, les cylindres que nous avons placés dans le lac, enregistraient des taux d'extraction bien au-delà de nos projections. En 1987, nous avons calculé que le lac contenait environ 4 millions de dollars de lithium extractible, même au prix de 1987. Evan faillit renverser son chocolat chaud. 4 millions de dollars ? Près de 40 millions de dollars au prix du marché d'aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là que notre financement a été mystérieusement coupé et que le projet a été arrêté. On nous a ordonné de retirer tout le personnel immédiatement, mais on nous a spécifiquement dit de laisser l'équipement de recherche en place. L'esprit de Cal s'emballait. Qui a donné ces ordres ? C'est là que les choses deviennent floues. Les ordres officiels venaient de l'administration universitaire, mais ils prétendaient suivre les directives des régulateurs fédéraux. Lorsque j'ai essayé d'enquêter davantage, on m'a dit que poser des questions sur le lac Leachwater pourrait compromettre ma titularisation et ma carrière de chercheuse. Elle ouvrit son dossier et en sortit une photographie, une vue aérienne du lac de 1987. Comparé à ce que Cal et Evan avaient vu, l'eau était remarquablement claire, avec des plateformes de recherche visibles et ce qui ressemblait à des stations d'équipement flottantes positionnées à la surface. La biorémédiation fonctionnait parfaitement. Les cultures bactériennes consommaient la contamination et concentraient les minéraux contenant du lithium. Mais 6 mois après notre départ, selon les images satellites, le lac a été délibérément recontaminé. Par qui ? Demanda Cal. Je n'ai jamais su avec certitude, mais j'avais mes soupçons. 3 mois après que nous ayons été forcés d'abandonner le projet, MineCorp Industries a acheté les droits miniers de la majeure partie de la zone environnante. C'est l'un des plus grands conglomérats miniers du pays,
avec des liens dans tout le gouvernement fédéral. Le docteur Vasquez sortit un autre document, une étude géologique de 1988. Cela a été commandé par MinCorp, prétendument pour évaluer la zone pour l'extraction de cuivre. Mais regardez ces résultats de test. Ils mentionnent spécifiquement des concentrations de lithium et décrivent le lac comme compromis sur le plan environnemental et impropre aux opérations d'extraction. Evan suivait la conversation avec l'intensité de quelqu'un qui assemblait un puzzle complexe. Alors, ils l'ont fait paraître sans valeur exprès? Ce serait mon hypothèse. Maintenir les valeurs immobilières basses, empêcher quiconque de découvrir la vraie richesse minérale, et éventuellement trouver un moyen d'acquérir le terrain à bas prix. Cal pensa aux avertissements du pompiste, aux regards hostiles des habitants, à l'hypothèse générale que le lac Léchouater n'était que des ennuis. Depuis combien de temps attendent-ils? Apparemment, 40 ans. Votre oncle Arlon était la seule chose qui se tenait entre MinCorp et l'un des gisements minéraux les plus précieux de la région. Les implications étaient stupéfiantes. L'oncle Arlon n'était pas un ermite vivant sur des marécages sans valeur. Il avait été un gardien, protégeant une fortune des voleurs d'entreprise. Les barils rouillés et l'eau contaminée n'étaient pas la preuve d'une catastrophe environnementale. C'était un camouflage, cachant des millions de dollars de gisements de lithium. La capsule de données que vous avez trouvée, poursuivit le docteur Vasquez, devrait contenir 40 ans de relevés environnementaux, y compris des données sur la concentration minérale et l'état des cultures bactériennes. Si les cultures originales ont survécu et elles ont été conçues pour rester viables pendant des décennies, le lac pourrait être restauré à son état vierge en quelques mois, et le lithium pourrait être extrait en utilisant notre processus original. Oui, ce serait l'opération d'extraction minérale la plus respectueuse de l'environnement de l'histoire. Pas d'exploitation à ciel ouvert, pas de produits chimiques toxiques, juste des cultures bactériennes gérées avec soin, faisant exactement ce que la nature avait prévu. Alors qu'il se préparait à partir, le docteur Vasquez tendit à Cal une carte de visite avec son numéro de téléphone personnel écrit au dos. « Soyez très prudent », avertit-elle. Si MinCorp apprend que vous avez trouvé la capsule de données, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour acquérir votre propriété. Ils ont été patients pendant 40 ans, mais ils n'attendront plus longtemps. Sur le chemin du retour, Evan était silencieux pour une fois, absorbé par le traitement de tout ce qu'ils avaient appris. Finalement, alors qu'il tournait sur Timberlake Road, il prit la parole. « Papa, nous sommes riches, n'est-ce pas » Cal serra plus fort le volant. « Peut-être, mon vieux, mais être riche et rester en sécurité ne sont pas toujours la même chose. » Alors qu'ils entraient dans leur allée, Cal remarqua de nouvelles traces de pneus dans la boue, des traces qui n'étaient pas là quand ils étaient partis ce matin-là. Quelqu'un était venu sur la propriété pendant leur absence. Quelqu'un savait qu'ils s'approchaient de la vérité. Le module de données de recherche étanche était plus petit que Cal ne l'avait imaginé, pas plus grand qu'un smartphone, mais considérablement plus épais. Après 3 jours d'examen et de recherche minutieux, ils avaient finalement trouvé comment ouvrir le cylindre. La séquence de symboles qu'Evan avait décodée agissait comme une serrure à combinaison. Et lorsque la dernière pièce se fut mise en place, la chambre scellée s'était ouverte avec un léger sifflement de gaz s'échappant. À l'intérieur, parfaitement conservé dans ce qui semblait être une atmosphère inerte, se trouvaient 3 modules de données, plusieurs flacons d'échantillons liquides, et une note manuscrite du docteur Vasquez datée du 15 septembre 1987. À quiconque trouvera ceci, les vraies données se trouvent dans le module numéro 3. Le lac peut être sauvé. Ne faites confiance à personne. De Minecp, EV. Maintenant, alors que Cal tenait le module numéro 3 dans ses mains, il ressentait le poids de 40 ans de secret. L'appareil avait un petit écran LCD et plusieurs ports de connexion. Mais sans l'équipement approprié, il ne pouvait pas accéder à son contenu. Nous devons apporter cela à quelqu'un qui peut lire les données, dit Cal, posant le module avec précaution sur leur table de cuisine. Mais le docteur Vasquez nous a avertis d'être prudents quant à qui nous faisons confiance. Evan était resté inhabituellement silencieux depuis qu'ils avaient ouvert le cylindre. Il était assis en face de Cal, esquissant le module de données avec une précision mécanique, mais son excitation habituelle semblait atténuée. « Papa, et s'il savait déjà que nous l'avons trouvé? Et ces traces de pneus hier? Et si quelqu'un nous surveillait depuis tout ce temps? Et s'ils attendaient de voir ce que nous allions faire ensuite? » Cal s'était posé la même question. Les nouvelles traces de pneus étaient trop pratiques, trop évidentes. Si quelqu'un voulait fouiller la propriété sans être détecté, il n'aurait pas laissé de preuves aussi claires. À moins qu'il ne veuille que Cal et Evan sachent qu'ils étaient là, un avertissement,
ou peut-être un message. Cet après-midi-là, pendant qu'Evan travaillait sur ses croquis, Cal fit le tour de leur propriété, à la recherche de signes de surveillance. Il les trouva assez facilement, des branches cassées à des endroits qui offraient des lignes de visée claires vers la cabane, des mégots de cigarettes trop frais pour être là depuis longtemps, et des traces de pneus sur l'ancienne route forestière qui longeait leur frontière. Quelqu'un les surveillait définitivement. La question était de savoir si c'était MinCorp, des agents du gouvernement, ou quelqu'un d'autre entièrement. Leur réponse vint ce soir-là sous la forme d'un visiteur. Cal chauffait de la soupe sur le réchaud de camping lorsque des phares balayèrent les fenêtres de la cabane. Un SUV sombre entra dans leur allée et 2 personnes en sortirent, un homme d'une 50aine d'années portant un costume coûteux qui semblait déplacé dans la nature sauvage, et une femme plus jeune aux cheveux blonds courts et le genre de posture confiante qui suggérait une formation policière ou militaire. Monsieur Morris. L'homme s'approcha de la cabane, les mains visibles, un geste qui était probablement destiné à rassurer, mais qui ne fit qu'accroître la nervosité de Cal. Mon nom est David Chen. Je suis un directeur d'acquisition senior chez MinCorp Industries. Voici ma collaboratrice, Madame Rodriguez. Nous aimerions discuter avec vous de votre propriété. Cal monta sur le porche, s'assurant de garder son corps entre les visiteurs et la cabane où Evan se cachait. Il est assez tard pour un appel d'affaires. Je m'excuse pour le moment, mais c'est une question d'une certaine urgence. Le sourire de Chen était exercé et creux. Nous comprenons que vous avez exploré votre héritage, et nous voulions discuter d'une offre généreuse pour votre terrain. Je ne suis pas intéressé par la vente. S'il vous plaît, écoutez-nous. Chen sortit une tablette et montra à Cal un document. Nous sommes prêts à vous offrir 200 000 $ pour la propriété, en espèces, avec une clôture dans les 30 jours. C'est bien au-dessus de la valeur marchande pour un terrain contaminé. Cal regarda l'offre, l'esprit en ébullition. 200 000 $ représentaient plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu d'un coup, assez pour résoudre tous ses problèmes financiers et offrir à Evan un avenir sûr. Mais après tout ce qu'ils avaient appris du docteur Vasquez, ils savaient que ce n'était qu'une fraction de la valeur réelle de la propriété. Pourquoi êtes-vous si intéressé par des marécages contaminés? Madame Rodriguez s'avança. MinCorp est spécialisée dans la remédiation environnementale. Nous avons les ressources et l'expertise nécessaires pour nettoyer des sites comme celui-ci et les rendre à une utilisation productive. Utilisation productive comme l'exploitation minière. Le sourire de Chen vacilla légèrement. Entre autres possibilités. Oui, l'important est que vous et votre fils soyez indemnisés équitablement et libérés du fardeau de posséder une propriété endommagée. Cal remarqua qu'il connaissait Evan, bien qu'il n'ait pas mentionné son fils. Ils avaient définitivement surveillé la propriété. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir, bien sûr. Mais je dois mentionner que cette offre a une date d'expiration. Chen tendit une carte de visite à Cal. Les conditions du marché dans l'industrie de la remédiation environnementale sont volatiles. Nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir cette offre indéfiniment. Après leur départ, Cal trouva Evan accroupi près de la fenêtre de la cuisine, ayant assisté à toute la conversation. Le visage du garçon était pâle, mais son expression était déterminée. Ils veulent le module de données, n'est-ce pas? Je pense qu'ils veulent s'assurer que nous ne l'utilisons pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cal s'assit lourdement à la table de la cuisine, fixant le module de données qui contenait la clé de leur avenir. 200 000 $ représentaient beaucoup d'argent, mais 40 millions de dollars. Changer une vie. Et plus que cela, le lac pourrait être restauré, transformé d'une horreur contaminée en une nature vierge. Nous avons besoin d'aide, dit-il finalement. Quelqu'un qui peut lire ces données et nous aider à comprendre ce à quoi nous avons réellement affaire. Et le docteur Vasquez? Peut-être, mais j'ai peur de l'impliquer. Si MinCorp nous surveille, il la surveille peut-être aussi. Ils passèrent la soirée à chercher des options sur la tablette d'Evan, qu'ils avaient réussi à connecter à Internet grâce au point d'accès de leur téléphone. Cabinet de conseil en environnement, département de recherche universitaire, laboratoires indépendants, aucun d'entre eux ne semblait sûr. Quiconque ils contacteraient pourrait avoir des liens avec MinCorp ou être obligé de signaler leur découverte aux agences gouvernementales. Finalement, Evan trouva quelque chose qui le fit se redresser. Papa, et ce type? Il montra à Cal un site web pour un consultant environnemental indépendant nommé Marcus Webb, basé à Minneapolis. Les références de Webb étaient impressionnantes, ancien chercheur de l'EPA, expert publié en matière de contamination de l'eau et d'extraction minérale, spécialisé dans les cas impliquant des crimes environnementaux d'entreprise.
Mais ce qui attira l'attention de Cal fut une section du site web de Webb intitulée « Service de protection des lanceurs d'alerte ». La page décrivait son travail aidant les individus et les communautés à lutter contre les abus environnementaux des entreprises, avec des témoignages de personnes qui avaient dénoncé des déversements illégaux, des violations minières et des dissimulations. Il a déjà combattu MinCorp, dit Evan, désignant une étude de cas sur une opération minière au Montana qui avait été fermée après que l'enquête de Webb ait révélé des pratiques de contamination illégale. Cal étudia la photographie de Webb, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux prématurément gris et au visage buriné qui suggérait quelqu'un qui passait plus de temps sur le terrain que dans les salles de réunion. Sa biographie mentionnait qu'il travaillait indépendamment, spécifiquement pour éviter les conflits d'intérêts avec les grandes entreprises. Ça vaut le coup d'essayer, décida Cal. Mais nous faisons cela avec prudence. Pas de téléphone, pas de mais. Nous nous rendons à Minneapolis demain et le rencontrons en personne. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à dormir, Cal prit une décision qui allait s'avérer cruciale pour tout ce qui allait suivre. Il enveloppa le module de données dans du plastique imperméable et le scella à l'intérieur d'un bocal en verre, puis l'enterra à un endroit que seul lui et Evan connaissaient, sous la fondation en pierre de l'ancienne station de recherche de l'oncle Harland. Si MinCorp prévoyait de s'emparer de la propriété par la force, ils devraient travailler pour leur prix, et si quelque chose arrivait à Cal et Evan, au moins la preuve de la vraie valeur du lac survivrait. Alors qu'il s'installait sur le canapé cette nuit-là, écoutant les bruits de la forêt dehors et la respiration régulière de son fils depuis la chambre, Cal ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, un but. Pour la première fois depuis le départ de Sarah, il se battait pour quelque chose qui comptait, quelque chose de plus grand que sa propre survie. Le lac avait été le secret de l'oncle Harland pendant 40 ans. Maintenant, il était de leur responsabilité de décider ce qui allait se passer ensuite. Le bureau de Marcus Webb occupait le deuxième étage d'un entrepôt réaménagé à Minneapolis. Entouré de laboratoires d'essais environnementaux et d'organisations à but non lucratif, le bâtiment semblait sûr d'une manière que les bureaux d'entreprise ne l'étaient jamais. Il était rempli de gens qui avaient choisi le but plutôt que le profit, menant des batailles qui faisaient rarement la une des journaux, mais qui importaient profondément aux communautés qu'ils servaient. Webb lui-même était exactement ce que Cal avait espéré, direct, compétent et clairement non impressionné par les tactiques d'intimidation des entreprises. Il écouta leur histoire sans interruption, prenant occasionnellement des notes ou posant des questions de clarification. Lorsqu'ils lui montrèrent les croquis d'Evan et les documents des dossiers de l'oncle Harland, son expression devint de plus en plus sérieuse. « C'est plus important que vous ne le réalisez, dit-il finalement, posant la carte d'étude des minéraux de lithium que le docteur Vasquez avait fournie. MinCorp a systématiquement acquis des droits miniers dans tout le Haut-Midwest au cours de la dernière décennie. Il se positionne pour dominer l'extraction de lithium à mesure que la production de véhicules électriques explose. Il afficha une carte numérique sur son ordinateur montrant les schémas de propriétés foncières dans le nord du Wisconsin et du Minnesota. Des points rouges marquaient les propriétés de MinCorp, et Cal fut choqué de voir combien entouraient les Schwater Lake. Votre propriété est la pièce manquante d'un puzzle de 40 millions de dollars, poursuivit Webb. Sans accès à votre lac, toute leur stratégie régionale est compromise. Ils ne peuvent pas risquer que vous découvriez la vraie valeur et que vous l'exploitiez vous-même ou que vous la vendiez à un concurrent. Alors, quelles sont nos options, demanda Cal. Légalement, vous avez plusieurs voies. Vous pourriez développer l'opération d'extraction vous-même, vous associer à une société minière environnementale, ou vendre les droits miniers au plus offrant. Mais pratiquement, Webb marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, MinCorp dispose de ressources qui vont bien au-delà de ce que la plupart des gens peuvent combattre. Ils ont des avocats, des lobbyistes et des liens dans toutes les agences de réglementation étatiques et fédérales. Evan avait tranquillement étudié la carte de propriété. Monsieur Webb, et si nous leur rendions impossible l'extraction du lithium? Et si nous faisions déclarer le lac site environnemental protégé? Les sourcils de Webb se levèrent. C'est en fait brillant. Les désignations de protection environnementale peuvent l'emporter sur les droits miniers, surtout s'il y a des preuves d'une signification écologique importante ou d'une contamination historique qui présente des risques pour la santé publique. Cal sentit une étincelle d'espoir. Pourrions-nous faire ça? C'est possible, mais vous auriez besoin de données environnementales complètes montrant soit une valeur écologique significative, soit la preuve que MinCorp était responsable d'une contamination illégale. Le genre de données qui pourrait être stocké dans un module de recherche qui collecte des informations depuis 40 ans. Il s'était rendu à Minneapolis avec le module de données caché dans le sac à dos d'Evan, enveloppé dans des couches de rembourrage protecteur. Maintenant,
Webb l'examinait avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui en comprenait la signification. C'est clairement un équipement de niveau universitaire des années 1980, conçu pour fonctionner de manière autonome pendant des décennies. Si le docteur Vasquez avait raison au sujet des cultures bactériennes, ce module devrait contenir la preuve que la contamination du lac a été artificiellement maintenue pour en cacher la valeur. Webb connecta le module à un lecteur spécialisé, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier alors que des données commençaient à affluer sur son écran. Après 20 minutes d'analyse, il s'adossa avec une expression d'étonnement et de colère. 40 ans de surveillance environnementale continue, chimie de l'eau, population bactérienne, concentration minérale, même des données sismiques montrant l'activité souterraine. Et regardez ça, il désigna un graphique montrant les niveaux de contamination au fil du temps. La pollution n'était pas une contamination industrielle progressive. C'était une recontamination systématique avec des pics majeurs tous les quelques années. Quelqu'un maintenait délibérément le lac pollué. Plus que ça, regardez ces lectures de concentration minérale. Les niveaux de lithium ont augmenté régulièrement pendant 4 décennies alors que les cultures bactériennes poursuivaient leur travail. Votre lac ne vaut pas seulement 40 millions de dollars. Il vaut près de 80 millions de dollars au prix actuel du marché. Evan se pencha en avant, étudiant les flux de données. Et les cultures bactériennes? Sont-elles toujours vivantes? Webb fit défiler d'autres données. Selon cela, oui, non seulement vivantes, mais florissantes. Les cultures ont évolué et se sont adaptées pendant 40 ans, devenant encore plus efficaces pour traiter l'argile contenant du lithium. Si vous pouviez rétablir un équilibre de pH approprié et éliminer la contamination artificielle, le lac pourrait être complètement propre en 6 mois. Les implications étaient stupéfiantes. Il n'était pas seulement assis sur une fortune. Il protégeait une technologie environnementale révolutionnaire qui pourrait transformer l'extraction minérale dans le monde entier. Quelle est notre prochaine étape? Demanda Cal. Nous devons agir vite. Les demandes de protection environnementale peuvent prendre des mois à être traitées, et MinCorp n'attendra pas aussi longtemps. Mais il existe une disposition pour la protection environnementale d'urgence s'il y a des preuves de catastrophe écologique imminente. Webb commença à sortir des dossiers de son classeur, ses mouvements vifs et déterminés. Je vais contacter le département des ressources naturelles du Wisconsin et l'EPA. Avec ces données, nous pouvons affirmer que le lac représente à la fois un système écologique unique et une scène de crime. Les cultures bactériennes à elles seules valent probablement la peine d'être préservées pour des études scientifiques. Mais qu'en est-il de MinCorp? Ils savent que nous enquêtons. C'est pourquoi nous devons rendre cela public. Les brutes d'entreprises comme MinCorp comptent sur le secret et l'intimidation. Une fois que les médias et les groupes environnementaux sauront ce qui est en jeu, il leur sera beaucoup plus difficile d'utiliser des tactiques malhonnêtes. Webb tendit une carte de visite à Cal. C'est ma contact au Minneapolis Star-Tribune. Elle est spécialisée dans les enquêtes environnementales. Si vous êtes prêt à raconter votre histoire, elle peut vous aider à vous protéger en la rendant publique. Alors qu'il se préparait à partir, Webb fit une dernière remarque qui glaça le sang de Cal. Soyez très prudent au cours des prochains jours. MinCorp a fait plusieurs offres pour des propriétés dans cette région. Et lorsque les propriétaires refusent de vendre, de mauvaises choses se produisent parfois. Des pannes d'équipement, des accidents, des problèmes juridiques soudains. Ils sont experts pour rendre la vie difficile aux gens qui ne veulent pas coopérer. Le retour au Litchwater Lake semblait différent maintenant. Chaque voiture qui passait pouvait être de la surveillance. Chaque son inattendu pouvait être une menace. Mais à côté de la peur, Cal sentait quelque chose d'autre grandir en force, la détermination. L'oncle Arlon avait protégé ce secret pendant 40 ans, sachant probablement qu'un jour quelqu'un devrait terminer ce qu'il avait commencé. Lorsqu'ils atteignirent la cabane ce soir-là, ils trouvèrent des preuves que leur crainte était justifiée. La serrure de la porte d'entrée avait été cassée et réparée à la hâte. Quelqu'un avait fouillé l'intérieur pendant leur absence, soigneusement, professionnellement, mais pas parfaitement. Les tiroirs étaient légèrement de travers. Les papiers n'étaient pas tout à fait à leur place d'origine, et les coussins du canapé avaient été déplacés. Ils cherchent le module de données, dit Evan, énonçant l'évidence. Cal s'approcha de la fenêtre et regarda le lac, sa surface contaminée reflétant le soleil couchant comme un miroir terni. Quelque part sous cette eau trouble se trouvait la clé pour nettoyer des décennies de dommages environnementaux et créer un avenir durable. Tout ce qu'ils avaient à faire était de survivre assez longtemps pour le voir se réaliser. Demain, nous appelons la journaliste, décida-t-il.
Il est temps de raconter au monde l'histoire du lac Litchwater. Les dossiers d'espionnage industriel étaient cachés au dernier endroit où Cal aurait pu s'attendre à les trouver, à l'intérieur de l'ancienne boîte à pêche de l'oncle Harland, enveloppée dans du plastique imperméable et cachée sous un faux fond qu'Evan avait découvert en cherchant du matériel de pêche. La boîte contenait des dizaines de documents s'étendant sur 40 ans, mais ce furent les plus récents qui firent geler le sang de Cal. Des photographies de surveillance de l'oncle Harland, prises à diverses distances et sous différents angles, des dossiers médicaux que quelqu'un avait obtenus illégalement, et le plus accablant de tous, une série de mails entre des dirigeants de MinCorp discutant de ce qu'ils appelaient « le problème Harlan-Morris ». Le sujet refuse les offres répétées d'acquisition de propriétés, lisez un email de 2023. Recommande l'escalade au protocole de phase 3. La cible montre des signes de déclin de sa santé. Une résolution naturelle pourrait survenir dans les 12 à 18 mois. Un autre email daté de seulement 2 semaines avant la mort de l'oncle Harland était encore plus glaçant. Calendrier accéléré approuvé. Équipe de récupération d'actifs en attente de déploiement immédiat suite à la conclusion naturelle de l'affaire. Cal lut les emails 2 fois, puis une troisième, ses mains tremblant de colère et d'incrédulité. Il ne parlait pas seulement d'attendre qu'un vieil homme meure. Il parlait de s'assurer que cela se produise dans les délais. Papa, qu'est-ce que c'est ? Evan avait catalogué le contenu de la boîte à pêche, mais l'expression de Cal l'avait manifestement alarmé. Cal lui tendit les imprimés, observant le visage de son fils changer à mesure qu'il lisait. Evan avait 12 ans, mais il était assez mature pour comprendre ce qu'il regardait. « Ils ont tué l'oncle Harlan », dit le garçon doucement. « Je pense que oui. » La voix de Cal était tendue par une fureur contenue. « Et il prévoit de nous faire la même chose si nous ne vendons pas. » Parmi les documents se trouvait un dossier complet sur Cal lui-même, ses procédures de divorce, ses problèmes financiers, même les dossiers scolaires et médicaux d'Evan. MinCorp les avait recherchés bien avant la mort de l'oncle Harland, se préparant au moment où ils hériteraient de la propriété. Mais la découverte la plus choquante fut un dossier étiqueté « Chronologie historique du projet Litchwater ». À l'intérieur se trouvaient des documents qui révélaient l'étendue réelle de la conspiration de 40 ans de MinCorporation. L'entreprise n'avait pas seulement attendu une opportunité d'acquérir le lac. Elle avait orchestré toute la situation depuis le début. Des notes de service interne de 1987 montraient que les dirigeants de MinCorp avaient appris la découverte de lithium par l'université et avaient immédiatement commencé à travailler pour la supprimer. Ils avaient utilisé leurs relations politiques pour faire pression sur l'université afin de fermer le projet de recherche. Ils avaient organisé la contamination, accidentelle, qui avait fait paraître le lac sans valeur. Et lorsque l'oncle Harland avait refusé de vendre, ils avaient systématiquement rendu sa vie misérable par des violations de code, des évaluations fiscales et du harcèlement bureaucratique. « Regarde ça », dit Evan, brandissant une photographie de 1989. Elle montrait l'oncle Harland, beaucoup plus jeune, debout à côté d'un panneau, à vendre, au bord du lac. Mais la photo avait été prise avec un téléobjectif, et écrit au dos de la main de quelqu'un était « Sujet envisageant la vente. Intervenir immédiatement ». Le document suivant expliquait ce que « intervenir immédiatement » avait signifié. MinCorp avait fait en sorte que le comté cite l'oncle Harland pour des violations environnementales, le forçant à payer des milliers de dollars d'amende et de frais juridiques. Lorsqu'il ne pouvait pas se permettre les pénalités, il lui avait proposé de l'aider à contester les accusations en échange des droits miniers sur la propriété. L'oncle Harland avait refusé, choisissant plutôt de dépenser toutes ses économies en avocats et consultants environnementaux. Les batailles juridiques avaient duré des années, épuisant ses ressources et l'isolant de sa famille. Mais il avait gagné, conservant la pleine propriété du terrain et de ses secrets. Il savait, dit Cal, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. L'oncle Harland savait exactement ce que valait cette propriété, et il a passé 40 ans à la protéger de ses gens. Mais pourquoi ne l'a-t-il jamais développée lui-même ? Pourquoi vivre comme un ermite sur des terres contaminées alors qu'il aurait pu être riche ? Cal trouva la réponse dans les notes manuscrites de l'oncle Harland, glissées entre les documents d'entreprise. L'écriture soignée de son oncle racontait l'histoire d'un homme qui avait découvert quelque chose de trop précieux pour être exploité seul, de trop important pour être laissé entre les mains des entreprises. Les cultures bactériennes représentent l'avenir de l'assainissement de l'environnement, lisait une note. Cette technologie appartient à l'humanité, pas aux entreprises à but lucratif. Je la garderai jusqu'à ce que quelqu'un ayant la sagesse et le courage de l'utiliser correctement arrive. Une autre note, datée de quelques mois seulement avant sa mort, était encore plus révélatrice. MinCorp devient plus agressif chaque année.
Ils savent que je vieillis et espèrent me survivre, mais j'ai pris des dispositions. Mon neveu Calvin montre des promesses. Son récent divorce a mis à l'épreuve son caractère, et il élève son fils seul. Si quelqu'un peut comprendre la vraie valeur des secondes chances, ce sera lui. Cal fixa la note, réalisant que son héritage n'avait pas été aléatoire ou accidentel. L'oncle Harland l'avait observé à distance, évaluant son caractère, attendant le bon moment pour lui transmettre la responsabilité. Mais la révélation la plus dévastatrice fut un rapport du médecin légiste qui n'aurait jamais dû être en possession de Mine Corporation. La mort de l'oncle Harland avait été jugée naturelle, insuffisance cardiaque due à l'âge et au stress. Mais le rapport toxicologique montrait des traces de substances compatibles avec certains produits chimiques industriels. Les niveaux n'étaient pas assez élevés pour être définitivement qualifiés d'empoisonnement, mais ils étaient suffisamment élevés pour déclencher des problèmes cardiaques chez un homme âgé ayant des problèmes de santé existants. Et Mine Corp avait réussi à obtenir une copie du rapport médical confidentiel quelques jours après le décès. Ils l'ont assassiné, dit Evan, sa voix creuse de choc et de colère. Ils l'ont vraiment assassiné. Cal regarda son fils, ce garçon courageux et intelligent qui avait hérité de plus que la curiosité de sa mère, et prit une décision qui allait définir le reste de leur vie. Nous allons les démasquer, tout ça. Le meurtre, la conspiration, la dissimulation. Et nous allons nous assurer que le sacrifice de l'oncle Harland signifie quelque chose. Ce soir-là, ils photographièrent chaque document de la boîte à pêche, téléchargèrent les images sur plusieurs comptes de stockage dans le cloud, et créèrent des copies de sauvegarde sur plusieurs clés USB. Si quelque chose leur arrivait, la preuve survivrait. Cal rédigea également une lettre détaillée expliquant tout ce qu'ils avaient découvert, ainsi que des instructions pour accéder au module de données cachées. Il scella des copies de la lettre dans des enveloppes adressées au Dr Vasquez, à Marcus Webb, à la journaliste du Minneapolis Star Tribune, et à l'unité des crimes environnementaux du FBI. S'il nous arrive quelque chose, dit-il à Evan, ces lettres feront en sorte que la vérité éclate. Mais même s'ils préparaient leur police d'assurance, Cal savait que Mine Corp n'attendrait plus longtemps. L'entreprise avait été patiente pendant 40 ans, mais leurs propres documents montraient qu'ils étaient sous pression pour finaliser l'acquisition. La production de véhicules électriques augmentait dans le monde entier, et les prix du lithium grimpaient régulièrement. Chaque mois de retard leur coûtait des millions de dollars. Vers minuit, alors que Cal scellait la dernière enveloppe, ils entendirent le bruit de véhicules s'approchant sur le chemin de terre. Pas un seul véhicule, mais plusieurs. Et ils se déplaçaient sans phare, naviguant au clair de lune et au GPS. Cal prit la main d'Evan et se dirigea vers la fenêtre. À travers les arbres, il put distinguer les contours de plusieurs SUV positionnés autour de leur propriété. Des hommes en vêtements sombres se déplaçaient à travers la forêt, encerclant la cabane avec une précision militaire. Le module de données, murmura Evan. Il est déjà enterré. Ils peuvent chercher tout ce qu'ils veulent. Cal sortit son téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. Quelqu'un brouillait les tours de téléphonie cellulaire locale. Les hommes à l'extérieur étaient des professionnels, probablement la même équipe qui avait géré la « conclusion naturelle » de l'oncle Harland. Ils se déplaçaient avec la confiance de personnes qui avaient déjà fait cela, qui avaient perfectionné l'art de faire disparaître les problèmes. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils supposaient que Cal et Evan étaient des victimes impuissantes, comme l'oncle Harland l'avait été. Ils ne connaissaient pas le cache de preuves, les fichiers de sauvegarde, ou les lettres déjà préparées pour l'envoi. Plus important encore, ils ne savaient pas que demain matin, Marcus Webb attendait un appel téléphonique pour confirmer que Cal et Evan étaient en sécurité. Si cet appel ne venait pas, il avait pour instruction de publier immédiatement leur histoire à tous les grands médias du pays. Le siège du Litchwater Lake était sur le point de commencer. Mais cette fois, Mine Corp ne se battait pas seulement contre un vieil homme isolé. Il se battait contre un père et son fils qui n'avaient plus rien à perdre et tout à défendre. Le cache de preuves dissimulé par Harland était plus étendu que Cal n'avait osé l'espérer. Alors que l'aube se levait sur les Schwater Lake, révélant les véhicules de Mine Corp toujours positionnés autour de leur propriété comme des prédateurs attendant le bon moment pour frapper, Cal et Evan travaillaient méthodiquement sur la dernière collection de documents qu'ils avaient trouvés enterrés sous le plancher de la cabane. L'oncle Harland avait été plus qu'un gardien des secrets du lac. Il avait été un enquêteur méticuleux, recueillant des preuves des crimes de Mine Corp pendant 4 décennies. Le cache dissimulé contenait des dossiers financiers d'entreprises, des notes de services internes discutant d'opérations de déversement illégal dans 3 États, et le plus accablant de tous, des conversations téléphoniques enregistrées entre des dirigeants de Mine Corp et des fonctionnaires corrompus.
Écoute celle-ci, murmura Evan, ajustant le volume d'un ancien lecteur de cassette qu'ils avaient trouvé avec les enregistrements. L'enregistrement datait de 1995, une conférence téléphonique entre le PDG de MinCorp et ceux qui semblaient être des administrateurs de l'EPA. La situation de l'échouateur nécessite une résolution permanente, dit une voix. Maurice devient une responsabilité. Chaque année où il ne vend pas augmente le risque d'exposition. Une autre voix, plus âgée et plus autoritaire, répondit, l'acquisition légale reste préférable, mais s'il continue de refuser des offres raisonnables, d'autres options pourraient devenir nécessaires. Cal sentit un frisson alors qu'il reconnaissait la manière désinvolte dont il discutait d'éliminer un être humain qui se tenait entre eux et le profit. Ce n'étaient pas seulement des dirigeants d'entreprise. C'étaient des criminels qui avaient élevé le meurtre au rang de stratégie commerciale. À l'extérieur, les équipes de surveillance de MinCorp avaient maintenu leur position tout au long de la nuit, mais elles ne s'étaient pas rapprochées de la cabane. Cal soupçonnait qu'elles attendaient quelque chose, probablement des ordres de la chaîne hiérarchique supérieure de l'entreprise sur la manière de gérer la situation maintenant qu'elle était devenue compliquée. Son téléphone avait été brouillé depuis minuit, mais vers 6 heures du matin, le signal était revenu. Immédiatement, les messages ont commencé à affluer, appel manqué de Marcus Webb, message texte du Dr Vasquez, et le plus important, un message vocal de la journaliste du Minneapolis Star Tribune. Monsieur Maurice, ici Sarah Chen du Star Tribune. Marcus Webb m'a raconté votre histoire, et nous nous préparons à la publier demain, mais j'ai besoin de votre confirmation que vous êtes en sécurité et que vous souhaitez poursuivre. Si je n'ai pas de vos nouvelles avant midi aujourd'hui, je publierai l'histoire immédiatement par mesure de précaution. Cal regarda sa montre. 8h30, il avait 3h30 pour décider s'il fallait faire confiance aux médias pour les protéger, ou essayer de gérer MinCorp seul. Papa, on devrait l'appeler, dit Evan. Il avait écouté le message vocal tout en continuant à photographier des documents avec sa tablette. Si l'histoire sort, ils ne pourront pas nous faire de mal sans que tout le monde sache qui l'a fait. Mais une fois que c'est public, il n'y a plus de retour en arrière. Nos vies ne seront plus jamais normales. Evan posa sa tablette et regarda directement son père. Quand nos vies ont-elles déjà été normales? Maman est partie. Nous avons perdu notre maison. Nous vivons dans une cabane au bord d'un lac empoisonné. Mais pour la première fois depuis son départ, nous faisons quelque chose qui compte, quelque chose pour lequel l'oncle Harland est mort. Cal réalisa que son fils de 12 ans avait raison. Ils avaient déjà perdu tout ce que la plupart des gens considéraient comme une vie normale. Ce qu'ils avaient gagné en retour était un but et la chance de faire une différence qui pourrait résonner pendant des générations. À 9h, il appela Marcus Webb. Dieu merci, vous êtes en vie. La voix de Webb était tendue d'inquiétude. Nous avons surveillé les canaux de communication de Mine Corporation. Ils ont déployé ce qu'ils appellent des spécialistes en récupération d'actifs à votre emplacement. Nous sommes barricadés dans la cabane, mais ils n'attaquent pas. C'est comme s'ils attendaient quelque chose. Ils le sont probablement. Mes contacts à l'EPA ont reçu des appels intéressants la nuit dernière. Quelqu'un se réclamant du FBI posait des questions sur des enquêtes de crimes environnementaux dans le nord du Wisconsin. On dirait que MinCorp essaie d'obtenir une couverture officielle pour ce qu'il prévoit. Cal sentit son estomac se nouer. Ils peuvent faire ça? Ils le font depuis 40 ans. Mais voici la bonne nouvelle. L'histoire de Sarah Chen est prête à être publiée. Et elle a une corroboration du Dr Vasquez et des registres universitaires. Une fois que cela fera la une, MinCorp perdra la capacité d'opérer dans l'ombre. Et la protection juridique? J'ai été en contact avec le bureau du procureur général de l'État et l'unité des crimes environnementaux du FBI. Ils sont tous deux très intéressés par vos preuves, en particulier les enregistrements. Si vous pouvez nous transmettre ces documents, nous pourrons avoir des marshals fédéraux sur place en quelques heures. Cal regarda autour de la cabane, les preuves étalées sur toutes les surfaces, son fils, qui avait grandi trop vite au cours des dernières semaines, mais n'avait jamais perdu son courage ni sa curiosité. Comment vous faisons-nous parvenir les preuves sans quitter la cabane? C'est la partie délicate, mais j'ai une idée. Webb expliqua qu'il avait contacté le bureau du shérif local, affirmant avoir des informations sur des crimes environnementaux au Leschwater Lake. La shérif Patricia était une policière honnête sans aucun lien avec MinCorp, et elle avait accepté d'enquêter personnellement. Elle se rend sur votre site ce matin avec un mandat de perquisition pour examiner les preuves potentielles de contamination environnementale.
MinCorp ne peut pas interférer avec une enquête officielle des forces de l'ordre sans s'exposer à des accusations fédérales. À 10h15, ils entendirent un seul véhicule approcher. Non pas les lourds SUV que MinCorp utilisait, mais ce qui ressemblait à une voiture de police standard. Cal regarda à travers les fenêtres de la cabane et vit une femme d'âge moyen en uniforme de shérif marcher vers leur porte d'entrée, apparemment inconsciente des équipes de surveillance cachées dans la forêt. La shérif était exactement ce que Cal avait espéré, professionnelle, directe et clairement non impressionnée par les tactiques d'intimidation des entreprises. Elle examina leur cache de preuves avec l'attention méticuleuse de quelqu'un qui en comprenait la signification juridique. C'est suffisant pour déclencher une enquête fédérale, dit-elle après avoir examiné les dossiers financiers et les conversations enregistrées. Je vais avoir besoin que vous veniez avec moi au chef-lieu du comté pour une garde à vue protectrice pendant que nous traitons ces preuves. Et MinCorp, demanda Evan, désignant la forêt où il pouvait encore apercevoir les équipes de surveillance. Et eux? Pour autant que je sache, ils sont en train d'empiéter sur une propriété privée. Voudriez-vous que je les arrête? La shérif est sortie et d'une voix qui porta clairement sur le lac annonça, ici le shérif est du comté de Cedar. Cette propriété est maintenant sous la protection des forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête criminelle en cours. Toute personne trouvée sur ce terrain sans permission sera arrêtée pour intrusion et obstruction à la justice. L'effet fut immédiat. En quelques minutes, les SUV démarraient leur moteur et reculaient du périmètre de la propriété. Les spécialistes en récupération d'actifs de MinCorp étaient des professionnels, mais ils n'étaient pas stupides. Ils ne risqueraient pas de s'exposer pour une situation qui avait déjà échappé à leur contrôle. Alors que Cal et Evan rassemblaient leurs affaires essentielles et se préparaient à partir avec le shérif, Cal jeta un dernier regard au lac qui avait changé leur vie. Le soleil du matin dissipait le brouillard qui planait toujours sur l'eau. Et pendant un instant, il put imaginer à quel point cet endroit serait magnifique lorsque les cultures bactériennes auraient terminé leur travail et que l'eau serait à nouveau claire. Papa. Evan se tenait près de la porte, son sac à dos rempli de ses carnets de croquis et des documents les plus importants. Tu es prêt? Cal ramassa la boîte à pêche de l'oncle Harland, maintenant vide, mais toujours significative en tant que contenant qui avait détenu les preuves qui détruiraient la conspiration de 40 ans de MinCorporation. Oui, mon vieux. Je suis prêt. Alors qu'il s'éloignait du Litchwater Lake, le shérif expliqua le processus juridique qui se déroulerait au cours des semaines suivantes. Des enquêteurs fédéraux examineraient les preuves. Des spécialistes de l'environnement évalueraient le potentiel de restauration du lac, et des procureurs décideraient de porter des accusations criminelles contre les dirigeants de MinCorp. Que arrive-t-il au lac? Demanda Evan. Cela dépend de ce que vous voulez qu'il se passe, répondit le shérif. C'est toujours votre propriété, mais avec ce genre d'importance environnementale, vous aurez des options, protection fédérale, partenariat scientifique ou développement privé sous supervision gouvernementale. Cal regarda dans le rétroviseur la forêt qui cachait leur lac, leur héritage, leur avenir. L'oncle Harlon avait protégé ses secrets pendant 40 ans, attendant que quelqu'un ait le courage de terminer ce que le docteur Vasquez et son équipe avaient commencé. Maintenant, c'était à leur tour de décider ce que ces secrets deviendraient, une fortune pour leur famille, une avancée scientifique pour le monde, ou quelque chose d'encore plus précieux, la preuve que des gens ordinaires pouvaient encore combattre la corruption et gagner. Avant midi, l'histoire de Sarah Chen ferait la une des journaux à travers le pays. En soirée, des groupes environnementaux et des enquêteurs gouvernementaux exigeraient l'accès au Litchwater Lake. Et quelque part dans les salles de conseil d'entreprise, les dirigeants de MinCorp réaliseraient que leur conspiration de 40 ans avait enfin été exposée. La bataille pour le Litchwater Lake était sur le point de devenir une guerre publique, mais Cal et Evan Morris ne se battaient plus seuls. Les documents d'injonction environnementale arrivèrent au tribunal du comté de Cedar à exactement 12h47, quelques minutes seulement avant que l'histoire de Sarah Chen ne soit mise en ligne sur le site web du Minneapolis Star-Tribune. Cal et Evan étaient dans le bureau du shérif et lorsque Marcus Webb appela pour leur dire que les avocats de MinCorp se mobilisaient déjà, déposant des requêtes d'urgence pour bloquer toute enquête gouvernementale sur leur propriété. Ils affirment que vos preuves ont été obtenues illégalement, expliqua Webb via le haut-parleur. Et ils soutiennent que toute enquête environnementale violerait leurs accords de droits miniers existants avec les propriétés environnantes. Ont-ils un dossier solide? Demanda le shérif. Pas un très solide, mais ils n'ont pas besoin de gagner. Ils ont juste besoin de retarder suffisamment longtemps pour détruire les preuves ou contaminer le lac au-delà de toute restauration possible. Cal ressentit un frisson de compréhension. Ils vont l'empoisonner, n'est-ce pas? S'ils ne peuvent pas avoir le lithium, ils s'assureront que personne d'autre ne le puisse non plus.
C'est notre préoccupation. Les images satellites montrent une activité inhabituelle autour du lac depuis ce matin. On dirait que de l'équipement lourd est en train d'être mis en place. La shérif étendait déjà la main vers sa radio. J'appelle la police d'État et demande un renfort fédéral. S'ils prévoient du terrorisme environnemental, nous devons les arrêter maintenant. Mais même si les forces de l'ordre se mobilisaient, Cal savait qu'il était peut-être déjà trop tard. MinCorp avait planifié cette éventualité pendant des décennies. Ils auraient des protocoles en place pour détruire rapidement et définitivement l'écosystème du lac si l'exposition devenait inévitable. L'injonction fédérale que Marcus Webb les avait aidés à obtenir était exhaustive, interdisant toute perturbation du lac ou de son écosystème environnant, en attendant une évaluation environnementale complète. Mais les documents légaux n'avaient d'importance que s'ils pouvaient être appliqués, et MinCorp avait déjà démontré sa volonté d'opérer en dehors de la loi. À 14 heures, le shérif ait reçu un appel du commandant de la patrouille d'État coordonnant l'intervention au Letchwater Lake. Les équipes de sécurité de MinCorp avaient établi un périmètre autour de la propriété, affirmant qu'elles protégeaient leur équipement des activistes environnementaux. Elles refusaient l'accès aux forces de l'ordre sans des ordonnances de tribunal supplémentaires. « Comment est-ce légal » demanda Evan. « Ça ne l'est pas » répondit le shérif et d'une voix sombre. Mais il parie que le temps que nous obtenions les mandats supplémentaires, ils auront terminé tout ce qu'ils prévoient de faire. L'impasse au Letchwater Lake était couverte en direct par des équipes de presse qui s'étaient précipitées sur les lieux après la parution de l'histoire de Shane. Cal et Evan regardaient la couverture depuis le bureau du shérif, voyant leur héritage contaminé transformé en le centre d'une crise environnementale nationale. À la télévision, le porte-parole de MinCorp, David Shane, le même homme qui avait visité leur cabane avec l'offre de rachat, donnait des interviews depuis un centre de commandement mobile positionné juste à l'extérieur de la ligne de propriété. MinCorp a tenté de négocier un achat équitable de ce site contaminé pour la remédiation environnementale, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous craignons qu'une intervention gouvernementale prématurée n'aggrave la contamination et ne pose des risques pour la santé publique. Il ment, dit Evan, sa voix tendue de colère. Il sait exactement ce qu'il y a dans ce lac. La couverture télévisée passa à des prises de vue aériennes de la propriété, montrant des véhiculés du personnel de MinCorp positionnés autour du périmètre du lac. Mais quelque chose dans les images fit tressaillir l'estomac de Cal de reconnaissance et de peur. Ce ne sont pas des équipes de sécurité, dit-il, pointant l'écran. Regardez l'équipement qu'ils déplacent. Ce sont des réservoirs de produits chimiques. Le shérif ait saisi son téléphone et appela directement l'unité des crimes environnementaux du FBI. En quelques minutes, elle avait confirmé les pires craintes de Cal. MinCorp se préparait à introduire d'énormes quantités d'acide industriel dans le lac, affirmant que c'était nécessaire pour neutraliser une dangereuse contamination bactérienne qui posait un risque pour la santé publique. S'il déverse de l'acide dans cette eau, cela tuera les cultures bactériennes de manière permanente, dit Cal. 40 ans de progrès environnementaux détruits en quelques heures. Pas si nous les arrêtons d'abord, répondit le shérif. Elle était déjà en coordination avec les agents fédéraux qui se dirigeaient vers le lac avec une autorité d'urgence pour annuler les tactiques de blocage juridique de MinCorp. À 15h30, la situation s'aggrava considérablement. Des hélicoptères de presse capturèrent des images du personnel de MinCorp commençant à pomper ce qui semblait être des produits chimiques industriels directement dans le Letchwater Lake. Des groupes environnementaux qui s'étaient mobilisés après la publication de l'histoire de Shane protestaient à l'entrée de la propriété, mais ils étaient retenus par des entrepreneurs de sécurité privée. Le docteur Vasquez appela directement le bureau du shérif, sa voix tremblant d'indignation. Ils détruisent un écosystème unique qui a mis des décennies à se développer. C'est un génocide environnemental. Les cultures bactériennes peuvent-elles survivre à un traitement chimique, demanda le shérif. Pas le genre de produits chimiques qu'ils utilisent. Ils stérilisent essentiellement tout le lac. Même si nous pouvons les arrêter, il faudrait encore 40 ans pour restaurer ce qu'ils détruisent en ce moment. Cal regarda son fils, voyant sa propre fureur impuissante se refléter dans les yeux du garçon. Ils avaient tant lutté pour exposer la vérité, pour protéger l'héritage de l'oncle Harland, pour finalement le voir détruit en temps réel à la télévision. Mais alors Evan se leva, son expression déterminée. « Papa, nous avons toujours le module de données. Même s'il tue les bactéries, nous avons 40 ans de données de recherche. Le docteur Vasquez pourrait les utiliser pour recréer les cultures, n'est-ce pas? » C'était un mince espoir, mais c'était un espoir tout de même. La bataille pour le Letchwater Lake était loin d'être terminée.
L'accord de protection environnementale fut signé à 18h47, juste au moment où des agents fédéraux arrêtaient les dirigeants de MinCorp pour terrorisme environnemental et complot de meurtre. Cal et Evan observèrent depuis le bureau du shérif et les informations télévisées montrant David Chen menotté, sa confiance d'homme d'affaires s'effondrant enfin sous le poids de 40 ans de preuves accumulées. L'intervention fédérale d'urgence était arrivée juste à temps. Les équipes chimiques de MinCorp avaient réussi à contaminer environ 30% du lac avant que les spécialistes environnementaux du FBI ne les forcent à s'arrêter. Les dégâts étaient dévastateurs, mais pas la destruction écologique complète qu'ils avaient prévue. La bonne nouvelle, leur dit le docteur Vasquez au téléphone, c'est que les cultures bactériennes sont incroyablement résistantes. Les sections contaminées peuvent être isolées et traitées tandis que les zones saines continuent de prospérer. Avec une gestion appropriée, nous pouvons restaurer tout l'écosystème en 18 mois. Le shérif avait passé l'après-midi à coordonner avec les procureurs fédéraux, les agences de protection de l'environnement et une coalition croissante de scientifiques qui voulaient étudier les cultures bactériennes uniques du lac. Le cadre juridique était complexe, mais le résultat était clair, le lac l'Échouater recevrait une protection fédérale permanente en tant que site d'une importance scientifique et environnementale unique. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, demanda Cal. Cela signifie que vous décidez comment le lac est géré, répondit-elle. La désignation de protection fédérale vous offre plusieurs options, vous pouvez louer les droits d'extraction minérale à une entreprise respectueuse de l'environnement, vous associer à des universités pour la recherche, ou créer une fondation privée pour superviser la restauration et le développement. Marcus Webb arriva au palais de justice juste au coucher du soleil, portant une mallette pleine de documents juridiques et affichant l'expression satisfaite de quelqu'un qui venait d'aider à démasquer l'une des plus grandes conspirations environnementales d'entreprise de l'histoire américaine. Le ministère de la Justice qualifie cela de plus grande affaire RICO impliquant des crimes environnementaux qu'ils aient jamais poursuivis, leur dit-il. Les dirigeants de MinCorp font face à des accusations fédérales de conspiration, de meurtre, de terrorisme environnemental et de violation de la Clean Water Act. L'entreprise elle-même sera probablement condamnée à des milliards d'amendes et contrainte à la faillite. Et le lac ? Protégé à perpétuité. Mais plus que cela, le processus d'extraction bactérienne va révolutionner l'assainissement environnemental dans le monde entier. Chaque site contaminé d'ici à la Chine voudra avoir accès à cette technologie. Evan avait tranquillement dessiné tout l'après-midi, documentant les événements de la journée avec la même attention méthodique qu'il avait appliquée à la cartographie des secrets du lac. Maintenant, il leva les yeux de son carnet avec une question qui touchait au cœur de tout ce qu'ils avaient vécu. Qu'est-ce que l'oncle Arlon aurait voulu que nous fassions ? Cal pensa aux notes manuscrites de son oncle, à sa veille de 40 ans pour protéger des secrets qui auraient pu le rendre riche au-delà de l'imagination. Arlon Morris avait choisi les principes plutôt que le profit, la gestion environnementale plutôt que le gain personnel. Je pense qu'il voudrait que nous nous assurions que cette technologie aide à nettoyer le monde, dit Cal finalement. Mais je pense aussi qu'il voudrait que nous soyons intelligents à ce sujet. Nous pouvons faire le bien et prendre soin de notre famille en même temps. Le cadre juridique qu'ils choisirent finalement reflétait ces deux valeurs. En collaboration avec Marcus Webb et une équipe d'avocats spécialisés dans l'environnement, ils créèrent la Fondation environnementale Arlon Morris, une organisation à but non lucratif qui superviserait la restauration du lac et accorderait des licences pour la technologie d'extraction bactérienne à des entreprises de remédiation environnementale qualifiées dans le monde entier. La charte de la Fondation stipulait que tous les droits de licence seraient utilisés pour des projets de protection environnementale, avec un pourcentage réservé pour assurer à Cal et Evan un niveau de vie confortable pendant qu'ils siégeraient en tant que directeurs de la Fondation. Ce n'était pas la fortune instantanée que la vente des droits miniers aurait procuré, mais c'était quelque chose de mieux, un revenu durable provenant d'un travail qui faisait la différence. Le docteur Vasquez accepta de siéger en tant que conseillère scientifique en chef de la Fondation, dirigeant une équipe de chercheurs d'universités à travers le pays qui souhaitaient étudier et reproduire les cultures bactériennes. En quelques semaines, le lac était devenu l'un des écosystèmes les plus surveillés d'Amérique du Nord, avec des stations de recherche recueillant des données qui éclaireraient les projets de restauration environnementale dans le monde entier. L'attention médiatique fut intense mais brève. Les histoires de succès environnementaux, apprit Cal, ne retenaient pas l'attention du public aussi longtemps que les catastrophes environnementales, mais l'intérêt de la communauté scientifique était durable, et en quelques mois, des demandes d'échantillons de cultures bactériennes affluaient de tous les continents. Les procédures de faillite de MinCorp prendraient des années à se conclure, mais la menace immédiate pour le lac était écartée. Les dirigeants de l'entreprise faisaient face à des décennies de prison fédérale, et ses actifs étaient liquidés pour payer les coûts de nettoyage environnemental de dizaines de sites à travers le pays.
Alors que l'automne s'approfondissait autour du lac Léchwater, Cal et Evan emménagèrent dans une maison confortable à Cedar Falls, assez proche pour superviser le travail de la fondation, mais assez éloignée du lac pour laisser aux équipes de recherche l'espace nécessaire pour opérer. La cabane contaminée fut démolie et remplacée par une installation de recherche moderne, mais ils conservèrent l'ancien atelier de l'oncle Harland comme mémorial et archive. Evan se jeta à corps perdu dans son nouveau rôle de jeune chercheur de la fondation, travaillant avec le Dr Vasquez pour documenter la récupération du lac et développer des programmes éducatifs pour d'autres jeunes scientifiques de l'environnement. Ses croquis soignés et ses observations méthodiques avaient évolué vers une documentation scientifique sophistiquée qui impressionnait des chercheurs 2 fois plus âgés que lui. Cal se retrouva également transformé. L'homme désespéré et brisé qui était arrivé au Léchwater Lake avec rien d'autre que des rêves brisés était devenu un défenseur respecté de la justice environnementale, témoignant devant le Congrès sur les crimes environnementaux des entreprises et aidant d'autres communautés à mener des batailles similaires. Le lac lui-même guérissait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. En hiver, les sections qui n'avaient pas été contaminées par l'assaut final de MinCorp montraient des améliorations spectaculaires de la clarté de l'eau et de la diversité biologique. Des poissons étaient revenus dans des zones qui avaient été stériles pendant des décennies, et les cultures bactériennes prospéraient dans leur environnement restauré. Mais le changement le plus significatif fut peut-être dans la relation entre père et fils. La crise qui les avait réunis avait forgé un partenariat basé sur un objectif commun et un respect mutuel. Ils ne faisaient plus que survivre. Ils construisaient quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. Les nouveaux plans de développement immobilier s'étalaient sur le bureau de Cal comme les plans d'un rêve devenu réalité. 18 mois après la défaite de MinCorp, Léchwater Lake ne ressemblait en rien au marécage contaminé qu'ils avaient hérité. L'eau était claire pour la première fois en 40 ans, reflétant la nature vierge qui l'entourait comme un miroir poli par le temps et la patience. Le docteur Vasquez se tenait à côté de lui au siège de la fondation, désignant divers éléments du projet de restauration. Les cultures bactériennes ont dépassé toutes nos projections. Elles ont non seulement nettoyé la contamination existante, mais ont en fait amélioré l'équilibre minéral du lac. Il est devenu un écosystème plus parfait qu'il ne l'était avant la pollution originale. À travers les baies vitrées de leur bureau, Cal pouvait voir le lac lui-même. Ce n'était plus l'horreur toxique qu'il avait accueillie, lui et Evan, ce premier jour décevant, mais un joyau d'ingénierie environnementale qui attirait des scientifiques et des amoureux de la nature du monde entier. Des navires de recherche se déplaçaient tranquillement à la surface, leurs équipages recueillant des données qui révolutionnaient la technologie de remédiation environnementale à l'échelle mondiale. L'extraction du lithium se déroule exactement comme la recherche originale l'avait prédit, poursuivit le docteur Vasquez. Mais au lieu d'opérations d'extraction à ciel ouvert, nous utilisons les cultures bactériennes pour concentrer les minéraux dans des zones de collecte désignées. C'est entièrement durable, et le processus d'extraction améliore en fait la qualité de l'eau plutôt que de la dégrader. Evan leva les yeux de son propre bureau où il examinait des candidatures universitaires. À 14 ans, il était déjà recruté par des programmes de sciences de l'environnement à travers le pays, son expérience documentée dans la restauration du lac faisant de lui l'un des plus jeunes chercheurs publiés en littérature environnementale. « Papa, regarde ça, dit-il, brandissant une lettre du MIT. Ils veulent que je présente nos découvertes à leur conférence sur l'innovation environnementale le mois prochain. » Cal sourit, se souvenant du curieux garçon de 12 ans qui avait vu l'aventure là où tous les autres voyaient la catastrophe. Evan était devenu un jeune homme qui comprenait que les plus grandes aventures ne se trouvaient pas dans l'évasion des problèmes, mais dans leur résolution. Les projections financières pour le travail de la fondation étaient stupéfiantes à leur manière. Les estimations prudentes suggéraient que les droits de licence de la technologie d'extraction bactérienne généreraient plus de 200 millions de dollars au cours de la prochaine décennie, tous dédiés à des projets de restauration environnementale dans le monde entier. Des sites contaminés par des décennies d'abus industriels pouvaient désormais être nettoyés en utilisant des méthodes mises au point au Léchwater Lake. Mais l'argent était presque accessoire. Cal avait découvert quelque chose de plus précieux que la richesse en luttant pour le lac. Il avait trouvé un but, du respect et une relation avec son fils plus forte que tout ce qu'il avait perdu lors de son divorce. Sarah avait appelé le mois dernier, curieuse des reportages sur leur fondation environnementale. Elle avait semblé sincèrement fière de ce qu'ils avaient accompli, bien que Cal ait senti qu'elle était aussi soulagée de ne pas avoir fait partie de la lutte. Certaines personnes étaient faites pour des vies confortables, d'autres pour des vies significatives. Cal apprenait à être reconnaissant d'avoir été contraint à la seconde catégorie. Le service commémoratif de l'oncle Harland avait eu lieu le printemps précédent, lorsque la restauration du lac était suffisamment avancée pour honorer sa mémoire correctement.
Ils avaient dispersé ses cendres dans l'eau claire qu'il avait protégée si longtemps, le docteur Vasquez parlant du courage scientifique et Evan lisant les carnets de son oncle sur la responsabilité qui accompagne la connaissance. Les fonctionnaires locaux qui avaient autrefois qualifié Arlon Maurice d'ermite fou parlaient maintenant avec respect de sa vision environnementale. Le comté avait nommé la route d'accès Arlon Maurice Way, et l'État du Wisconsin prévoyait de désigner tout le bassin versant comme une zone de recherche environnementale protégée. Cal sortit sur le pont qui s'étendait sur le lac, respirant l'air qui sentait le pin et l'eau propre au lieu de la décomposition et de la contamination industrielle. Une famille de plongeons avait élu domicile dans la baie peu profonde où la pire contamination avait autrefois sévi, leurs cris envoûtants résonnant sur une eau si claire qu'ils pouvaient voir le fond à 20 pieds de profondeur. Parfois, je n'arrive pas à croire que c'est réel, dit-il à Evan, qui l'avait rejoint sur le pont avec son carnet de croquis toujours présent. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 2 ans, nous étions fauchés et sans abri, vivant dans une cabane moisie au bord d'un lac empoisonné. Maintenant, nous dirigeons une fondation environnementale qui change la façon dont le monde envisage la technologie de nettoyage. Evan réfléchit à cela, esquissant le contour d'un grand héron cendré qui avait atterri près du rivage. Je pense que l'oncle Arlon savait que cela arriverait. Pas les détails peut-être, mais les parties importantes. Il savait que s'il pouvait protéger le lac assez longtemps, les bonnes personnes viendraient pour terminer ce que le docteur Vasquez avait commencé. Cal hocha la tête, comprenant que son fils avait probablement raison. Arlon Maurice avait joué un jeu plus long que quiconque ne l'avait réalisé, investissant 4 décennies de sa vie dans un avenir qu'il ne verrait pas, mais qu'il faisait confiance à d'autres pour créer. La station de recherche qui avait remplacé leur ancienne cabane était pleine d'activité alors que l'équipe de scientifiques de l'après-midi se préparait pour une nouvelle série de surveillance des cultures bactériennes. Des étudiants diplômés d'une douzaine d'universités travaillaient aux côtés de chercheurs de l'EPA et d'observateurs internationaux, tous étudiant un écosystème qui avait été transformé d'une passif en un miracle grâce à la patience, à la science et au courage de lutter contre des intérêts puissants. « Tu es heureux, papa ?» demanda Evan, esquissant toujours le héron qui semblait content de poser pour son portrait. Cal considéra sérieusement la question. Le bonheur était un concept compliqué pour un homme qui avait tant perdu et trouvé quelque chose d'entièrement différent de ce qu'il cherchait. Mais alors qu'il regardait l'eau propre clapoter contre des rives qui avaient autrefois été des terres toxiques, alors qu'il pensait aux projets de restauration environnementale que leur travail rendait possible dans le monde entier, et alors qu'il regardait son fils, confiant, déterminé et enthousiasmé par un avenir rempli de problèmes à résoudre, il réalisa que la réponse était simple. Oui, mon vieux. Je suis heureux. Différemment de la façon dont je pensais que le bonheur se sentirait, mais mieux d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le héron termina sa mission et s'envola au-dessus du lac, son reflet ondulant sur l'eau qui avait été renaître grâce à la science, à la détermination et à l'amour. L'héritage sans valeur de l'oncle Arland était devenu inestimable d'une manière qui ne pouvait être mesurée en dollars, un héritage de guérison qui résonnerait à travers les générations. La preuve que parfois, les endroits les plus contaminés contiennent les graines des transformations les plus belles.